Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je voudrais maintenant céder la parole à votre animateur, Neil Dreimer, directeur à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Neil Dreimer, merci. Et merci à tous de prendre le temps de répondre aux questions de sondage, car elles permettront d'éclairer le dernier webinaire du mois de novembre. Alors, bienvenue à ce défi innovation priorité santé, l'amélioration de l'accès aux soins vus d'ensemble. Je suis Neil Dreimer, directeur de l'équipe des défis à la FCISS et je serai votre animateur aujourd'hui. J'aimerais commencer par reconnaître que nous nous réunissons sur des terres qui sont habitées par des peuples autochtones depuis le début des temps. En particulier, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire depuis Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit et la possibilité de s'y réunir aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes heureux d'offrir toutes les activités de ce programme en mode bilingue dans ce webinaire. Si vous souhaitez voir les diapositives d'aujourd'hui en français, veuillez nous le dire dans la boîte de dialogue. Le numéro de téléphone pour vous connecter à l'audio en français sera affiché à l'écran une fois que vous serez transféré dans la salle française. Tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de dialogue en français ou en anglais. Nous avons réservé quelques minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions, mais vous pouvez également les saisir dans la boîte de dialogue au fur et à mesure. Bien. Sur ce, nous allons passer à la prochaine diapositive. Alors, tandis qu'on s'approche de la fin des défis, on a eu envie de prendre du recul pour regarder la situation dans son ensemble. Nous avons invité deux de nos organismes d'appui, l'Institut canadien d'information sur la santé et le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, pour discuter de la mesure et de l'amélioration de l'accès aux soins de santé mentale et aux soins complémentaires à domicile et en communauté. Alors à présent, j'ai le grand plaisir de présenter nos conférenciers. De l'Institut canadien d'information sur la santé, nous avons Jenny Lineker, chef de programme pour les questions émergentes, et Shauna McMartin, qui est chef de section recherche et conception d'indicateurs, Institut canadien d'information sur la santé. Nous avons aussi Amy Porath, directrice de la recherche du Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Bienvenue à Jenny, Shauna et Amy. J'aimerais également souligner la présence de mes collègues, Lindsay, Sabrina et Emily, que vous trouverez aujourd'hui dans la boîte de dialogue. Et ce sont à elles que vous devriez adresser vos questions, si vous en avez. Alors, d'ici la fin du webinaire d'aujourd'hui, nous voudrons présenter l'aperçu du défi Innovation Priorité Santé, prix, défi impact et prix pour l'ensemble du défi. Nous allons aussi apprendre qui sont les gagnants du troisième mini-défi. Ils nous expliqueront comment ils ont adapté leur travail pendant la pandémie et évidemment, nous entendrons des explications de la part de l'ICIS et du CCDUS. Alors, nous en sommes arrivés à la dernière ligne droite du périple du défi Innovation Priorité Santé. Et un petit rappel, le défi Innovation Priorité Santé est appuyé par 20 organismes de partout au Canada, dont l'ICIS et le CCDUS. Alors, je suis très heureux et même emballée de souhaiter la bienvenue à nos 10 nouvelles équipes du défi Innovation Priorité Santé qui sont affichées à l'écran. C'est sans doute un record. Et donc, nous sommes vraiment ravis d'avoir des gens des secteurs de la santé communautaire, des soins de santé mentale et des dépendances. Alors, vous avez les 5 dernières. C'est formidable. 10 équipes au total. Alors, une bienvenue très chaleureux à toutes ces nouvelles équipes.
Et à la diapo suivante, vous verrez notre carte qui illustre les 33 équipes qui se joignent à nous. Nous présentons l'excellent travail fait par ces équipes pour améliorer l'accès en santé mentale, en dépendance et aux soins communautaires et à domicile de par le Canada. Alors, nous sommes vraiment ravis de partager plus de renseignements sur deux des défis restants. Alors ici, vous avez le prix défi Impact, l'avant-dernier défi qui vise à saisir l'impact de votre projet sur les besoins des patients et les résultats obtenus, ainsi que la possibilité pour vous de résumer les données relatives à la portée et aux résultats que vous avez obtenus jusqu'à ce jour. Si vous avez un peu plus d'informations sur certaines des questions auxquelles on aimerait que vous répondiez dans un maximum de 3 pages de contenu pour votre rapport. Alors ici, vous verrez que si vous tâchez de remporter un de ces prix, vous pourriez obtenir jusqu'à 10 000 $ par catégorie en santé mentale et toxicomanie, ainsi qu'en soins à domicile et soins communautaires. Vous devez nous remettre votre rapport d'ici le 30 septembre et il doit être soumis par l'entremise du portail en ligne. Alors ici, comme vous le voyez, nous avons pour l'ensemble du défi. Et ce défi vise à saisir les progrès de votre projet tout au long de la période des défis. On vous posera des questions à savoir pourquoi vous avez conçu ce projet, quel a été l'impact de votre projet sur les patients, les prestataires et la manière dont votre initiative a servi plus de personnes. On vous demandera également comment votre projet a amélioré l'accès aux soins en matière de santé mentale et de toxicomanie, ainsi que dans les soins à domicile et de la communauté, qui sont les thèmes généraux du programme Priorité Santé. Alors, ici, vous avez quelques renseignements supplémentaires sur ce que vous pouvez remporter. Il y aura un total de 7 prix à remporter. Une équipe recevra un prix de 60 $. Celle qui aura obtenu le meilleur score pour l'ensemble du défi. Ensuite, 3 équipes qui pourront recevoir jusqu'à 30 000 $. Et enfin, 3 prix complémentaires pour les aspirants de 10 000 $ chacun. Je vous le rappelle, si ces prix vous intéressent, vous devez envoyer votre rapport dans le portail en ligne d'ici le 20 octobre. Alors, soumettez ce rapport par l'entremise du portail, non pas par courriel. Cela dit, si vous avez des questions sur l'un ou l'autre de ces prix, n'hésitez pas à écrire à l'équipe des défis. Vous pouvez même saisir vos questions dans la boîte de dialogue ou alors les envoyer par courrier électronique par la suite. Je vois que mes collègues ont partagé l'adresse électronique des défis. Alors maintenant, j'ai le grand plaisir d'annoncer les gagnants de notre mini-défi numéro 3. Et un petit rappel, ce défi se concentrait sur soit une charte d'amélioration de projet ou un rapport sur la façon dont les équipes se sont adaptées en période de pandémie. Alors, des félicitations à tous les lauréats, AHS, Edmonton Zone, Body Brave and Eating Disorders de la Nouvelle-Écosse, CBI Home Health, Navigation familiale TIO, FAST, l'hôpital Joseph Brand, Pathstone Mental Health, le modèle Hope de SE Health, Sunnybrook Family Navigation, la collaboration virtuelle psychiatrique de Providence Health et enfin Town Family Service. Alors félicitations
à vous tous. Bien. Alors, avant d'entrer dans le cœur des exposés d'aujourd'hui, nous aurons l'occasion de discuter avec deux des lauréats du mini-prix, des lauréats du mini-défi numéro 3. Alors, l'adaptation à la pandémie. Ainsi, j'invite Zeina Kayat, une des équipes de soins communautaires, et David O'Brien de Yorktown Family Services, qui était une des équipes de soins de santé communautaires. Alors, bienvenue à vous deux. Zeina, je vois que vous êtes au téléphone. Alors, merci d'accepter d'être des nôtres. Je vais commencer par vous. Pouvez-vous décrire brièvement votre initiative en quelques minutes et comment vous vous êtes adapté à la pandémie? Zeina Kayat. Eh bien, nous étions à la première année d'un effort de 4 ans visant à transformer la prestation des soins communautaires en Ontario et au Canada en s'inspirant de ce qui a été fait aux Pays-Bas et qui s'est répercuté, entre autres, à Kaiser Permanente dans le système de soins à domicile. Alors, on voulait nous aussi tirer parti de ces projets. On a commencé des mises à l'essai, la rémunération à l'acte, les infirmières autonomisées. Alors, je devrais dire que toutes les données sont en temps réel. On peut payer les gens, des salariés. Enfin, tout ce qui était problématique dans le système de santé était mis à l'essai dans une forme de laboratoire. Un site de 100 patients dans le nord de London. On avait un site à Toronto ainsi qu'un site dans une région plus éloignée et la COVID est intervenue. Alors, on n'a pas pu faire décoller le projet parce que les bailleurs de fonds ont eu des difficultés et à London, ils ont décidé, quant à eux, de continuer et d'ajouter des patients et de rallonger le projet encore davantage. Alors, voilà où nous en sommes pour ce projet. Et évidemment, avec la COVID, il a fallu du jour au lendemain accepter les consultations virtuelles. Mais évidemment qu'on était prêt, on n'a pas été obligé d'enseigner aux infirmières comment s'occuper de ces questions puisqu'elles étaient déjà férues de technologie. Neil Drimer, formidable. Je sais que vous avez fait un travail formidable et franchement, je vous félicite car c'est vrai qu'avec les efforts que vous aviez déjà consentis aux aspects virtuels, vous aviez une longueur d'avance. David O'Brien, je passe à vous. À quoi ressemblait votre projet? À quoi ressemble-t-il? Et comment vous êtes-vous adapté à la pandémie? David O'Brien, oui, tout à fait. Merci de nouveau de nous inviter. Je suis de Yorktown Family Service. Nous sommes un organisme de soins de santé mentale et de services sociaux de Toronto. Nous servons des populations de 0 à 35 ans. Alors, depuis plusieurs années, on constatait que les enfants étaient souvent hospitalisés. Donc, des enfants et des jeunes qui s'adressaient aux urgences où un excellent travail peut être fait, mais où certains services de transition étaient absents. Donc, la transition vers la communauté, souvent, se faisait difficilement. Très souvent, les jeunes donc passaient dans les mailles du filet dans cette transition entre l'hôpital et les soins communautaires. Donc, grâce à des subventions récentes, nous avons pu mettre au point un modèle de professionnels pivots qui travaillent dans le centre hospitalier et qui aiguillent les jeunes qui sortent des urgences ou de l'hôpital, de sorte que les recommandations de l'hôpital puissent suivre le jeune dans la communauté. Et on a constaté depuis 1 an et demi qu'on a un taux de réussite d'environ 90%. Donc, des jeunes qui évitent des admissions répétées aux urgences et qui sont pris en charge dans la communauté. Et donc, on avait élargi cela à un nouvel hôpital de l'Ouest de Toronto.
Donc, nous avons un pôle de services qui permet de prendre en charge les jeunes. Nous avons des services psychologiques, éclairés par les traumas et ainsi de suite. Alors, on a craint la pandémie, comme tout le monde, mais au mois de mars, donc nous sommes retrouvés dans une situation de confinement. Alors, 90% de nos services étaient offerts en personne. On avait un projet de passage à un mode de consultation virtuel dans un horizon temporel de 3 à 5 ans. C'est certainement un objectif organisationnel, mais rapidement, il a dû transitionner notre personnel, un effectif de 80 personnes, pour essayer d'offrir des services à distance. On a acheté des produits de TI, on a déployé une formation et à la fin mars, début avril, nos programmes étaient à 100% en ligne grâce à un programme intitulé Meetup, mais on s'est aussi servi de WebEx. Et parallèlement, on a mis au point une formation des procédures tout en transitionnant les jeunes de l'hôpital. Alors, je dois dire que ça a été dur, mais on a bien réussi d'ailleurs, à continuer ces relations, à élargir les relations avec les hôpitaux. Nous avons maintenant l'équipe de soins de service à la famille de Toronto Western. Alors à présent, on peut contacter les jeunes par l'entremise de WeTalk, ils sortent de l'hôpital, qui est une plateforme sécurisée. Et ensuite, on peut se servir d'une plateforme intégrée qui a toute la même programmation que ce qu'on offrira en personne, mais de manière virtuelle. Et récemment, parce que ça ne fonctionne pas pour tous les patients, on a priorisé les patients qu'on estimait les plus susceptibles d'en bénéficier. Donc maintenant, on a vraiment le meilleur des deux mondes. Vous savez, la pandémie nous a obligés à offrir davantage de services virtuels. Ne pas attendre 3 à 5 ans comme c'était prévu et de pouvoir le faire rapidement. Et c'était d'ailleurs essentiel pour l'organisme d'assurer ce virage. Neil Drimer, eh bien, formidable, oui, une innovation vraiment rapide. Merci, David, d'avoir partagé votre expérience de la pandémie, comment vous avez réussi à réorienter vos activités. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, alors, Zéna, je vous pose une dernière question. Avez-vous des tuyaux, des conseils issus de votre expérience des innovations rapides et du modèle Hope? Eh bien, écoutez, je pourrais remplir 4 heures de webinaire, mais ce que je dirais, c'est que lorsque vous amorcez un effort d'amélioration, et d'ailleurs le soutien de la FCASS a été formidable, avec l'intention de mettre à l'échelle et de diffuser, le type de personnes que vous recrutez, les processus que vous avez en place pour faire le travail, vous permettent de réussir. Étant donné qu'on l'avait fait à l'avance, on a pu s'ajuster très rapidement. On a recruté le type d'infirmière qui était prêt à cela. Et donc, je pense que c'est sans doute une leçon à retenir. Toute perturbation future, il y en aura, on le sait, sera moindre si on est déjà flexible, si on a déjà toute la souplesse voulue pour s'adapter. Neil Drimer, merci. Vous avez raison. On pourrait passer certainement la majeure partie d'une journée à parler d'adaptation et d'innovation. D'ailleurs, le dernier webinaire portait là-dessus. Alors, étant donné que le temps file, il faut continuer. Mais merci beaucoup de nouveau, David et Zéna. Et n'hésitez pas d'ailleurs à saisir d'autres informations dans la boîte de dialogue. Alors, à présent, nous allons passer à nos collègues de ICIS. Jenny et Shauna vont présenter cet exposé. Alors, comme le webinaire est très chargé, je vous signalerai lorsqu'il ne vous restera plus qu'une minute pour qu'on ait le temps d'entendre les dernières conférencières. Et je sais que
on a eu un peu de mal à faire défiler les diapositives. Alors, n'hésitez pas à demander aux productrices d'afficher la prochaine diapositive. Alors, je vous cède la parole, Jenny et Shauna. Merci. Bonjour, je suis Jenny Lineker et je suis accompagnée de Shauna McMartin de l'ICIS pour vous donner un aperçu de l'approche de l'ICIS pour la mise au point d'indicateurs et pour vous donner quelques détails sur les indicateurs qui sont en développement dans le cadre de notre engagement aux priorités partagées. En août 2017, les ministères FPT se sont dit d'accord pour améliorer les services à domicile dans la collectivité, ainsi que les services de santé mentale et de toxicomanie. L'ICIS a été invité à collaborer en déclarant comment on pouvait améliorer l'accès à ces services au fil du temps. Après de longues consultations, 12 indicateurs ont été choisis pour une période de 4 ans, à commencer par 2019. Aujourd'hui, nous allons rapidement présenter ceux qui ont été publiés cette année et vous donner un peu plus d'informations sur les indicateurs qui sont en développement et qui seront publiés en 2021 et 2022. L'élaboration et la reddition de comptes par rapport à ça fait l'objet d'un processus rigoureux à l'ICIS. L'élaboration d'indicateurs signifie beaucoup de collaboration avec les ministères, les experts de système, le personnel de l'ICIS et les personnes qui ont une expérience vécue. Il y a par rapport des groupes consultatifs pour chacun des indicateurs pour donner des conseils sur la définition et l'interprétation de chacun. Il est important de se rappeler que les indicateurs sont un point de départ pour amorcer des conversations sur l'accès et pour identifier des possibilités d'amélioration. Certains des principes directeurs du processus d'élaboration comprennent s'appuyer sur des travaux existants et perfectionner la méthodologie au fil du temps, améliorer la saisie et la qualité des données en déclarant ce qui est disponible à l'heure actuelle et ensuite en élargissant la déclaration des mesures au fil du temps et ensuite et également collaborer avec les provinces et territoires pour cerner et combler les lacunes en matière de données. Les résultats des indicateurs communautaires, dont les blessures auto-infligées, dont le suicide, la détresse des aidants naturels et les nouveaux résidents en soins de longue durée qui auraient pu recevoir des soins à domicile, sont disponibles pour la toute première fois. Davantage de renseignements sur les indicateurs se trouvent sur le site web de l'ICIS. Il y a 2 indicateurs relatifs au temps d'attente, un pour les soins de santé mentale et un pour les soins à domicile, qui devraient être publiés en 2021. Les 2 indicateurs suivent le même échéancier de développement. Comme vous le voyez, nous travaillons depuis quelques années à la mise au point de ces indicateurs. 2021 sera la première année de diffusion publique de cette information sur les temps d'attente. Le processus pour la mise au point des indicateurs a signifié beaucoup d'étapes, dont des consultations exhaustives, les témoignages de personnes qui ont une expérience vécue et la constitution de groupes provenant de toutes les provinces et territoires. Nous avons fait participer les instances dans le groupe consultatif car ces données seront extraites des systèmes provinciaux et territoriaux. Après avoir travaillé avec le groupe d'experts pour définir les indicateurs, nous avons fait la collecte de données préliminaires en novembre 2019 et nous avons passé en revue ces données pour déterminer s'il fallait apporter des ajustements à ces indicateurs. La définition des indicateurs a été finalisée pendant l'été et à l'heure actuelle, on attend que la deuxième série de données soit soumise, c'est-à-dire les données qui seront publiées en 2021. Étant donné que les indicateurs de temps d'attente sont différents d'autres indicateurs partagés et qu'ils sont établis à partir de données agrégées, d'autres définitions devront être mises au point. Il faut des indicateurs qui trouvent un équilibre entre les données disponibles à l'heure actuelle et l'expérience réelle des clients à titre ou l'expérience réelle
des clients au titre des temps d'attente. Les provinces et territoires soumettront à l'ICIS des données agrégées qui correspondront le plus possible aux définitions et toute différence considérable entre les définitions et les indicateurs sera indiquée dans les notes explicatives. Voici un aperçu du temps d'attente pour les services à domicile et de sa décision. Alors pour cet indicateur, on commence à compter lorsque l'appel est reçu par l'organe d'organisation et se termine lorsque l'usager reçoit ses soins à domicile. On mesure cet indicateur en journée civile, c'est-à-dire que les week-ends et les jours fériés sont inclus. Et l'indicateur sera déclaré en temps médian, donc tout âge combiné. Quoique nous ventilerons selon le sexe, l'âge et le soutien à domicile par opposition à d'autres formes de soutien pour avoir des données plus détaillées. Ici, vous avez un aperçu de la définition pour les services de counseling en santé mentale dans la collectivité. Dans ce cas-ci, on commence à compter lorsque l'aiguillage tue et se termine le premier jour où le client a accès à un service de counseling. On a choisi cet échéancier afin d'avoir une approche centrée sur le client. De nouveau, nous allons mesurer en jours civils et de nouveau, nous allons avoir un temps médian pour tous les niveaux d'urgence et tous les âges, bien que l'on puisse ventiler les données selon le sexe, l'âge et selon le trimestre pour avoir une idée plus générale. Je serai prête à répondre à vos questions si vous avez des questions sur ces indicateurs à la fin de l'exposé, mais je vais à présent céder la parole à Charlotte McMartin qui passera en revue les indicateurs qui seront publiés en 2022. Charlotte McMartin, merci Jenny. Alors, je vais présenter une mise à jour sur le nouvel indicateur que nous mettons au point et qui sera publié au printemps 2022. Alors, ces indicateurs ont été reportés plus loin car nous savions qu'il s'agissait de nouveaux indicateurs qui exigeaient une conception plus rigoureuse. Les indicateurs qui seront publiés en 2022, navigation en soins santé mentale et intervention précoce en santé mentale et en toxicomanie chez les jeunes, sont à des stades de développement différents. Je parlerai de l'indicateur sur la navigation, mais je parlerai un peu plus tard du deuxième indicateur dans un courriel qui sera communiqué par la FCISS plus tard. Les clients ont des cheminements moins bien définis en santé mentale qu'en santé physique. Grâce à cet indicateur, on essaie de comprendre l'expérience des clients depuis l'aiguillage jusqu'à l'obtention de services de santé mentale ou de toxicomanie. Comme pour toute indication, on cherche des points de mesure. Il s'agit pour nous de saisir des informations générales sur la navigation dans le système. Étant donné que peu de renseignements sont actuellement disponibles sur la navigation, cette mesure nous permettra de comprendre l'expérience systématique des clients qui cherchent à obtenir des services de toxicomanie ou de santé mentale. Les possibilités pour recueillir cette information établies lors de discussions avec le groupe d'experts ou les consultations auprès des clients qui ont une expérience vécue, de savoir si les usagers se sentent appuyés au moment de l'utilisation, le nombre d'obstacles auxquels ils sont confrontés, et les questions touchant la sécurité culturelle, les soins personnalisés, le choix, l'autonomisation, et savoir si les soins respectent les besoins, valeurs et préférences
de chaque usager. Le concept proposé s'appuie sur une question de sondage visant à identifier les obstacles à l'obtention de services de santé mentale et de toxicomanie. Ceci est conforme à l'intention globale de l'indicateur. Il s'agit d'identifier les obstacles même au-delà du système de santé. Le concept d'identification d'obstacles était bien reçu par les professionnels, les experts et les usagers. Un grand nombre d'obstacles doivent être mesurés pour cet indicateur. Or, nous voulons surtout concentrer nos efforts sur des obstacles qui pourraient faire l'objet d'une politique ou de mesures. L'objectif de cet indicateur est de se concentrer sur les obstacles systémiques, ce qui nous permettra d'aiguiller la mise au point de politique par les décideurs. Nos recommandations préliminaires consistent à créer un sondage qui intégrera une série de questions sur les services en santé mentale et toxicomanie reçus, les mesures de soutien en place pour aider les usagers à prendre connaissance et aussi le recensement des obstacles systémiques pour l'obtention de services de santé mentale et de toxicomanie. Alors, certaines des prochaines étapes, nous avons un engagement continu avec le groupe consultatif d'experts pour rédiger la définition de l'indicateur. Nous avons également une collecte de commentaires de personnes qui ont été confrontées à des obstacles systémiques et la sélection d'un mode de collecte de données pour répondre aux besoins d'un sondage populationnel mené auprès de personnes qui ont eu recours à des services de santé mentale ou en toxicomanie dans la dernière année au Canada. Alors, à la fin de cette séance, nous aimerions prendre connaissance de vos réflexions par rapport à ces indicateurs. Vous pouvez nous joindre à l'adresse affichée à l'écran. Merci. Neil Drimer, merci Jenny et Shauna pour cet exposé. Alors, beaucoup de travail est consacré à la mise au point d'indicateurs, surtout lorsqu'il s'agit d'un effort pan-canadien. Alors, je vous invite, si vous le souhaitez, d'ailleurs, nous allons reprendre la diapo précédente. Si vous avez des réflexions par rapport aux deux questions au bas de l'écran, comment cet indicateur pourrait-il aider les programmes ou les initiatives à améliorer l'utilisation des services et quels sont les obstacles systémiques qui empêchent les gens de bien connaître et d'utiliser les services en santé mentale et en toxicomanie? Si vous avez quelque chose à signaler à cet effet, une réponse, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire par courriel directement à l'ICIS ou alors vous pouvez dire vos observations préliminaires dans la boîte de dialogue. Peut-être que nous pourrons les passer en revue un peu plus tard dans le cadre de ce webinaire. Je vous encourage également à continuer de saisir vos questions ou vos observations. Je vois beaucoup d'activités dans la boîte de dialogue. Sur ce, nous allons passer à la diapo suivante. Alors, c'est maintenant avec grand plaisir que je vous présente Amy du CCDUS. Alors, Amy, je vous rappelle de demander qu'on avance vos diapositives pour vous. La parole est à vous. Amy Porat, merci beaucoup, Neil. J'espère qu'on m'entend bien. Alors, bonjour à tous. Je suis Amy Porat, directrice de la recherche au Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, le CCDUS, et je suis très heureuse de faire partie de ce webinaire. Je vais présenter quelques projets auxquels nous avons travaillé et qui visent à améliorer l'accès aux soins en santé mentale et en dépendance au Canada. Alors, voici un aperçu. J'ai pensé vous présenter très rapidement l'organisme. Aucun
ou vous ne connaisseriez pas notre centre. Et ensuite, je vous présenterai les principales activités visant à élargir l'accès à nos services. Alors, qui est le CCDUS? Le CCDUS est une société canadienne, pan-canadienne, qui a été créée par une loi du Parlement. Notre mandat est d'aborder les enjeux liés à la consommation de substances au Canada. En plus de ce rôle national, nous avons aussi un rôle international. Ici, nous vous présentons nos 4 fonctions stratégiques élémentaires. Nous offrons un leadership national. Nous établissons des partenariats stratégiques et d'ailleurs la majorité, sinon la totalité de notre travail est fait en partenariat avec divers paliers de gouvernement, des usagers qui ont une expérience vécue, des ONG. Nous estimons que l'usage de substances et les dépendances est un enjeu beaucoup trop complexe pour qu'on s'y attaque seul. On a aussi un mandat de recherche, alors faire progresser les recherches en produisant des données probantes et en éclairant les pratiques et les politiques. Alors, transférer les données de recherche aux personnes qui en ont besoin en temps opportun, de manière à ce qu'ils puissent s'en servir, donc mobiliser ces connaissances. Alors, très brièvement, pourquoi ce travail importe-t-il? Alors, ça ne vous étonnera sans doute pas, mais ça a des répercussions sur la santé, la société, la sécurité, la justice pénale. À partir d'études récentes, on a pu montrer que l'usage de substances coûte 46 milliards de dollars par année au Canada. On sait que l'usage de substances contribue énormément aux maladies graves et on sait que l'usage de substances est évitable et que l'on peut également traiter ces dépendances, que les gens peuvent s'en remettre. Voici un diagramme qui vous présente certains des domaines dans lesquels on a des activités. Alors aujourd'hui, je parle du projet visant à améliorer l'accès aux services, mais comme vous le voyez, on couvre par exemple la consommation d'alcool, la conduite avec facultés affaiblies. Alors, il y a, si vous voulez, énormément de travaux auxquels on participe. Alors, la première tranche de travail que je voulais vous présenter est ce travail auquel on s'attache pour réduire la stigmatisation. Alors, pourquoi la stigmatisation? C'est-à-dire que les personnes qui sont victimes de stigmatisation le sont parce que leur comportement est perçu comme différent. Et John Kelly nous dit que la dépendance pourrait être l'affection la plus stigmatisée aux États-Unis, sinon dans le monde. 8 Canadiens sur 10 qui souffrent d'une dépendance indiquent que la stigmatisation est un obstacle à leur bien-être et que souvent, ils s'empêchent d'accéder à des soins. Alors, la stigmatisation, comme je le disais, peut empêcher les gens d'obtenir le soutien dont ils ont besoin. C'est pourquoi nous avons organisé des ateliers partout au Canada. Nous voulons sensibiliser la population à la stigmatisation associée à l'usage de substances et le langage à utiliser. Par exemple, plutôt que de dire que quelqu'un est un toxicomane, il est préférable de dire qu'il s'agit d'une personne qui use de substances. Cela fait énormément de différence. J'ai fait un exposé lors d'un événement il y a quelques années où on se concentrait sur le cannabis.
les gens les appelaient des toxicomanes. Alors je me suis levée devant 300 personnes et j'ai demandé si on pouvait arrêter d'utiliser le terme toxicomane et utiliser plutôt des termes qui n'étaient pas stigmatisants, car c'est un langage très délétère pour les personnes qui souffrent de ces dépendances. J'ai travaillé avec Sécurité publique Canada également dans le domaine de l'application de la loi avec mon équipe et nous travaillons aussi à une série de campagnes qui seront publiées dans les mois à venir visant à sensibiliser la population par rapport à la stigmatisation et l'utilisation d'un langage moins stigmatisant lorsqu'on parle de dépendance et d'usage de substances. J'ai une photo de quelques ressources, une qui est un guide d'introduction sur la stigmatisation qui vise à aider les gens à surmonter la stigmatisation et ensuite une ressource que nous avons produite qui vous donne des solutions de remplacement à un langage stigmatisant. Tout cela est disponible en anglais et en français sur notre site web. Alors, si cela vous intéresse, je vous encourage à consulter notre site web. Et à la fin de l'exposé, vous verrez que j'ai affiché un lien où vous pourrez les trouver. Par ailleurs, nous travaillons avec les universités et établissements d'enseignement postsecondaire pour mettre en place des campagnes s'adressant aux étudiants. Ces campagnes peuvent être très percutantes. Nous avons d'ailleurs une excellente rétroaction de la part des campus universitaires par rapport à l'efficacité de ces campagnes. Alors, nous avons également une initiative intitulée Améliorer le traitement ensemble. Ce projet vise à améliorer l'expérience et les résultats pour les services s'adressant aux jeunes qui consomment des opiacés. L'objectif de ce projet est d'assurer une meilleure rétention des jeunes en traitement. Cela fait partie d'un partenariat communautaire avec la Colombie-Britannique et l'Alberta. C'est un projet de 2 ans qui réunit des jeunes, des défenseurs des droits des familles et des professionnels. Il s'agit de concevoir ensemble un meilleur traitement et d'avoir des services centrés sur les jeunes et éclairés par leur expérience pour le traitement de l'usage des opioïdes et pour évaluer leur expérience du traitement communautaire. Alors, nous avons organisé une série d'ateliers pour tâcher d'identifier quels sont les besoins principaux des jeunes, des familles et des prestataires. Ici, vous avez certains des thèmes communs de ces ateliers. Alors, comme vous le voyez, il y a certains thèmes qui touchent les 3 catégories, jeunes, familles et prestataires. Certaines choses sont plus importantes pour les jeunes, d'autres pour les familles et d'autres pour les prestataires. Je ne pense pas avoir le temps de passer tout cela en revue, mais je souhaite insister sur les enjeux clés des consultations. Alors, à la diapo suivante, suite au travail de co-conception avec les parties prenantes, nous sommes en train de mettre au point des prototypes. Nous travaillons avec les familles, les jeunes et les prestataires pour mettre au point ces ressources. Bon, je n'ai pas le temps de vous présenter cela dans le détail, mais vous voyez le type de ressources auxquelles nous travaillons. En Colombie-Britannique, on prépare un guide pratique, également des vidéos narratives. Et je vous le rappelle, cela est fait en co-conception, donc avec les parties prenantes intéressées.
Alors, nous espérons avoir des données à publier en début d'année prochaine. Ce travail, fait en collaboration avec les partenaires communautaires, nous emballe énormément. On espère pouvoir lire un lien avec les personnes qui reçoivent un traitement dans la communauté. Le dernier projet que j'aimerais évoquer concerne les compétences pour les professionnels qui travaillent avec des personnes qui consomment. Alors, il y a un véritable besoin de donner aux Canadiens un service de qualité. Alors, ceux qui travaillent dans le domaine des dépendances et de l'usage de substances, alors on s'est demandé quelles sont les compétences qui permettent aux organismes, aux établissements, aux employeurs, aux prestataires de services et aux professionnels d'offrir de bons services. Et d'autres compétences concernent l'intégration des compétences aux programmes et pratiques d'embauche, de gestion, de rendement et de perfectionnement professionnel. Il s'agit aussi de préparer les professionnels pour leurs domaines respectifs et de contribuer à l'élaboration de programmes d'enseignement, à la formation, à l'éducation et à l'admission à la pratique. Alors, nous avons travaillé avec divers experts, des personnes qui ont une expérience vécue, ainsi que leurs familles et leurs amis, pour mettre au point une nouvelle version des compétences techniques et comportements. Donc, l'actualisation des compétences comprend une révision des indicateurs comportementaux, des outils accessibles d'entrevue, de gestion du rendement et de perfectionnement professionnel qui peuvent être adaptés en fonction des contextes et organisations, une nouvelle conception web interactive et des vidéos de formation. Ces ressources sont liées à la fin de l'exercice fiscal, donc en mars 2021. Les ressources sont rendues disponibles cependant dès qu'elles sont prêtes aux professionnels du secteur en réaction à la pandémie. Alors, lors de nos consultations auprès des experts et des personnes qui ont une expérience vécue de leur famille, il y a un certain thème qui ont découlé de ces consultations. Ce sont les thèmes qui feront partie de l'actualisation des compétences. Alors, très brièvement, il est question de mettre l'accent sur le bien-être, d'adopter des approches personnalisées, de mettre l'accent sur la neuroscience et les données, d'avoir une approche plus collaborative avec les personnes qui ont une expérience vécue, leurs familles, leurs amis, et de tâcher de renforcer leur rôle. C'est une chose qu'on entend haut et fort lors des consultations. Et on veut éliminer les termes stigmatisants. Nous voulons améliorer l'accès, évidemment, aux soins pour ce groupe. Je voulais avoir une diapo pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à nos travaux, à nos produits. Je vous encourage à visiter le site web principal www.ccsa.ca, mais j'attire aussi votre attention à des outils singuliers, entre autres dépendance au quotidien, c'est bulletin qui comprend des actualités quotidiennes sur l'usage de substances. Ça résume en fait les coupures de presse. Ensuite, nous avons une série de balados, les données. Nous consultons des partenaires de partout dans le monde ou dans le secteur qui nous donnent des informations sur ce qui se fait dans le domaine. Et nous avons des alertes et bulletins. Alors, il s'agit de produits singuliers auxquels vous pouvez vous abonner. Mais si vous allez sur le site web principal, vous trouverez
les pages associées à chacun des projets. Et vous pouvez envoyer un courriel à chacun des projets et vous inscrire au service d'information si vous souhaitez être informé en temps réel de développement. Alors sur ce, j'apprécie votre attention et j'espère m'en être tenu autant qu'il m'était imparti. Neil Drimer, merci, excellent Amy, et merci encore. Merci d'ailleurs à tous nos conférenciers. On vous a demandé de respecter un délai très court. Merci de l'avoir fait. Alors, nous en sommes arrivés à la période des questions. Je vous encourage à saisir vos questions, les questions que vous voulez adresser à n'importe quel de nos conférenciers. Veuillez indiquer tout de même si la question s'adresse à l'ICIS ou CCDUS. Amy, je commence par vous. Vous avez présenté énormément d'informations sur les travaux que fait le CCDUS. On sait que l'usage de substances et les dépendances présentent un défi énorme car le besoin est beaucoup trop grand par rapport à l'offre de services, surtout dans la pandémie actuelle. Alors, je me demandais si vous aviez quelques mots à dire, si vous voulez mettre en exergue, par exemple, un programme, un service dont vous avez entendu parler qui fait vraiment une différence pour améliorer l'accès aux services pour les dépendances et l'usage de substances. Amy Porath. Eh bien, ce que j'entends de la part des partenaires, c'est la question des soins virtuels et à quel point on a pu amorcer le virage rapidement et le type de soutien et de services qui sont offerts en soins virtuels. Et ce qu'on dit, c'est que ça a très bien fonctionné pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Ça dépend vraiment du type de service. Je passais en revue quelque chose un peu plus tôt ce matin. Il était question de gens qui assistent à des réunions de narcotiques anonymes. Il y en a ceux qui appréciaient les rencontres virtuelles alors que d'autres disent qu'ils ont besoin de services de sevrage et que les services virtuels, dans leur cas, ne sont pas très utiles. Alors, ce qu'on essaie de faire pour le moment, c'est de réunir les commentaires de chacun de ces groupes. On cherche à faire des recherches pour approfondir l'expérience des gens des soins virtuels. Ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et aussi, on veut sonder les professionnels de la santé qui offrent ces services pour comprendre quelle est leur expérience également, dans le but d'améliorer et d'éclairer la pratique. Alors, c'est ce que j'entends dans un grand nombre des réunions de ce jour-ci et documents que je lis aussi. On se concentre énormément sur les soins virtuels et comment ceci peut contribuer à aider à améliorer l'accès. Neil Drimer, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été évoqué par nos autres conférenciers, dont les lauréats de nos prix. C'est-à-dire que Zena et David nous ont dit que parfois, le virtuel fonctionne très bien et parfois, un peu moins. Enfin, je vais céder la parole à Jenny et Shauna de l'ICIS. Il y a eu des observations dans la boîte de dialogue, alors je vais rapidement les lire. Alors, NGH Wood Green, Ashner qui dit « C'est très important de comprendre l'impact des soins de santé dans l'ensemble de la prestation de soins et services. Comment mesurer cet impact? Les temps d'attente ne sont pas forcément un bon indicateur de soins de santé mentale. C'est-à-dire que avec le défi impact, peut-être qu'on pourra mettre en lumière ces questions. Et il y a quelqu'un aussi de Stella Place qui nous indique qu'elle est d'accord pour les soins virtuels. Il serait intéressant d'avoir des sondages de satisfaction des patients par rapport aux soins virtuels administrés par des plateformes en ligne. On se demande si c'est exclusif et si cela en fait exclut certaines personnes du service. Alors, Shauna
Et Jenny, peut-être pouvez-vous nous dire ce que pense l'ICIS? Je pense entre autres aux résidents de soins de longue durée qui auraient peut-être éventuellement recevoir des soins à domicile plutôt que de se rendre en établissement de soins de longue durée. Peut-être que, enfin, je ne sais pas si vous pouvez investiguer la chose pour nous, car on peut se demander, est-ce que les bons services étaient en place ou est-ce qu'on n'a pas fait la distinction entre les services qui auraient pu être rendus disponibles pour éviter un déplacement vers les soins de longue durée? Jenny ou Shauna? Bonjour, ici Jenny. Jenny Lineker. Je devrais examiner la chose car il semble que Shauna et moi n'ont pas participé à la mise au point des 3 premières années d'indicateurs. Alors, je me tourne vers mon équipe pour voir si elle peut répondre à la question dans la boîte de dialogue. Neil Drimer. Pas de problème du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à l'ICIS. Alors, peut-être qu'après ce webinaire, on pourrait obtenir vos réactions. Alors, je sais que le temps est écoulé. Pourtant, il y a toujours beaucoup d'activités dans la boîte de dialogue. Alors, s'il y a des questions supplémentaires, des observations supplémentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire à l'équipe des défis et nous allons adresser vos questions à la personne tout indiquée. Nous avons couvert beaucoup de matière dans le webinaire d'aujourd'hui, alors je passe à la dernière diapositive. Alors, je voulais simplement signaler que nous avons ajouté une nouvelle occasion formidable pour un autre webinaire le 14 octobre pour avoir une autre occasion d'entendre des équipes du défi. On pourra entendre 5 équipes, ou plutôt des équipes parler de 5 diapositives en 5 minutes. Et nous cherchons à inviter les parties prenantes externes à écouter ces exposés pour vous donner l'occasion de présenter votre excellent travail, de le diffuser encore davantage. Et le dernier webinaire aura lieu le 16 novembre sur le thème célébrer les réussites et maintenir l'élan. Alors, de nouveau, je souhaite remercier tous nos conférenciers, Jenny, Shauna, Amy, Zaina et David. Merci, j'apprécie énormément le temps que vous nous avez consacré. Merci à tous et nous nous reverrons très bientôt.